Ouais, donc bonjour à tous. Donc Étienne Berthier, je suis je l'ai dit au début, représentant CNRS au bureau exécutif Dynamis, mais là c'est plutôt ma casquette de chercheur que je vais mettre pour vous présenter ce projet 4D Earth que je coordonne avec Olivier Agol du CSBio. Et puis il y a derrière nous, il y a évidemment tout un consortium de chercheurs sur les surfaces continentales et la Terre solide intéressés par ce programme. Alors, rapidement, la présentation, hein, je vais passer pas mal de temps sur le contexte pour expliquer l'importance du suivi régulier des surfaces en 4 dimensions, donc des MNS répétés dans le temps. Il y a un biais de par mon activité de recherche, je vais m'appuyer sur l'exemple des glaciers, mais évidemment, il y a beaucoup de thématiques retrouveront dans ce que je vais raconter. Aussi un biais vers l'aspect 3D de ce projet de mission, sachant qu'il y a un aspect aussi très fort qui est la répétition de l'imagerie. En dehors de l'aspect répétition des MNS, il y a vraiment un fort intérêt sur la répétition en imagerie. Je ferai un point sur la programmatique et voir pourquoi on va vers un manque de données stéréo. Et brièvement, à la fin, je présenterai le projet de mission. Euh, donc, les, le suivi des glaciers, une des techniques privilégiées pour suivre les glaciers, c'est les séries temporelles de modèles numériques de surface. Et je vous l'illustre ici avec ces vues répétées de la mer de glace. Donc, on a drapé les images sur des modèles numériques de surface. Donc, Spot 5 en 2003, puis Pléiade en 2012 et 2022. Je pense que l'exemple est éloquent pour vous montrer comment on peut utiliser cela pour suivre l'amincissement du glacier et puis le recul du front. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec des données haute résolution, mais on peut aussi travailler avec des données plus basse résolution, et notamment celle d'un capteur qui s'appelle Aster, à bord de Terra, et qui, depuis fin 99, acquiert régulièrement des couples stéroscopiques, donc une image au nadir et puis une image d'un autre télescope qui pointe vers l'arrière, et qui, depuis donc 99, fait des acquisitions d'imagerie stéroscopique très régulièrement et permet de construire des séries temporelles de modèles numériques de surface que l'on peut mettre en cohérence, à partir des zones de terrain stable, et puis regarder, comme ce que vous avez sur le panneau de droite, l'évolution de l'altitude, ici, donc toujours pour la langue de la mer de glace. Donc, c'est des données plus bruitées intrinsèquement que ce qu'on peut déduire d'imagerie très haute résolution comme Pléiade, mais en revanche, on peut tirer parti de la répétition temporelle pour extraire des tendances robustes, et donc surtout à l'échelle globale. Donc ça nous permet de construire des cartes de changement d'altitude des glaciers avec une précision de l'ordre de quelques dizaines de centimètres dès qu'on moyenne sur des glaciers de taille suffisamment importante. Ça nous a permis d'arriver à ce résultat, qui est en fait la première estimation exhaustive, puisqu'on s'intéresse ici aux plus de 200 000 glaciers à la surface de la Terre, et résolu, on a une résolution d'une centaine de mètres, pour estimer les changements de masse des glaciers sous l'impact du changement climatique. Donc, sur cette figure qui est un peu complexe, hein, rapidement, les cercles correspondent à la perte de masse région par région, et la frise du temps qui est en dessous caractérise l'intensité de la perte de masse au cours du temps, au cours des 20 dernières années, entre 2000 et 2019. Donc, sur cette période, les glaciers perdent 4% de leur volume et contribuent à environ 20% de la hausse du niveau de la mer. Ce qu'on montre aussi, c'est l'accélération des pertes de masse, ce que vous voyez sur la figure de droite, accélération très forte. Par contre, dès qu'on regarde à l'échelle régionale, il y a aussi une forte variabilité, c'est-à-dire que pour la plupart des régions, il y a une accélération de la perte de masse. Mais si vous regardez pour l'Islande ou la Scandinavie, il y a plutôt au contraire une décélération des pertes de masse. D'où l'intérêt d'avoir une vision un peu exhaustive et globale et de pas seulement s'intéresser à quelques glaciers pour caractériser l'impact du changement climatique. Ce jeu de données à l'échelle des glaciers individuels, donc avec des estimations pour chacun des glaciers, c'est devenu vraiment le standard pour la calibration des modèles d'évolution des glaciers. Donc, toutes les projections qui sont faites aujourd'hui dans le cadre des futurs rapports du GIEC utilisent ce jeu de données pour calibrer les modèles. Ces données, donc un fort potentiel pour les glaciers, et en fait, elles ont probablement un fort potentiel inexploité pour d'autres thématiques. Et je l'illustre ici avec l'exemple des forêts. Donc, pour nous, les glaciologues, les forêts, ça nous pose plutôt des difficultés, puisque ça nous empêche d'avoir du terrain bien stable pour recaler les modèles numériques de surface. Mais quand on a regardé les mêmes données sur ces régions, on s'est aperçu qu'il y avait ce fort potentiel, avec ici en rouge les zones d'abaissement de l'altitude, qui correspondent très bien aux parcelles que l'on peut voir sous Google Earth, donc probablement des coupes franches des forêts, et puis un bleu plus diffus qui peut-être correspond à la croissance de la forêt durant cette période de 20 ans. Et là, il faut préciser que le traitement n'a pas du tout été optimisé pour la thématique, c'est vraiment le même traitement que celui qu'on fait pour les glaciers. Donc on se dit que du coup, le potentiel est assez fort.
Ce potentiel, il est partagé et cet intérêt est partagé par vraiment un besoin qui est multithématique. J'ai parlé donc des glaciers, évidemment, c'est la même chose pour les calottes polaires. Et puis, les séries temporelles de modèles numériques de surface permettent de caractériser l'érosion, les épaisseurs des couches de lave, tout ce qui est déformation cosismique ou destruction liée au séisme, ou même, à plus haute résolution, l'évolution de l'expansion urbaine. Je vous l'ai dit, je ne vais pas m'étendre sur le besoin à deux dimensions, c'est-à-dire le besoin en termes d'imagerie répétée dans le temps, mais vous avez ici la liste, et je pense qu'on partagera les présentations après, et notamment, il y a un fort intérêt des collectivités territoriales hein, pour un rafraîchissement fréquent des surfaces, pour tout ce qui est évolution des urbanisations, évolution des paysages, ou même en termes de risques. Donc, il y a, quand on regarde le niveau programmatique, ben, on s'oriente vers, et ça a été déjà un peu évoqué précédemment, hein, avec les fins de vie de certains satellites. Aster, actuellement, c'est la seule mission qui permet vraiment ce suivi à l'échelle globale avec des coupes stéréoscopiques. Sa fin de vie, elle est programmée pour 2027. On a parlé de la fin de vie de Pléiade, donc Pléiade 1A et 1B, ça permet de la très haute résolution, mais sur des cibles précises, sans couverture vraiment globale. Donc, Co3D, on vient d'en parler, c'est surtout une mission de couverture et moins de revisite. Donc, ça va permettre à MNS quasi global, qui va être une référence voilà, extrêmement utile. Par contre, les zones polaires ne vont être observées que exceptionnellement, et c'est là que se concentre l'essentiel des glaciers et des calottes polaires. Et on peut voir vraiment Co3D comme un fantastique démonstrateur, même s'il ne couvre pas vraiment totalement les besoins que l'on met dans le cadre des Earth. On pourrait évoquer les missions radar comme alternative. On a notamment la future mission ESA Harmony. Donc ça pose des soucis en termes de pénétration du signal à l'intérieur de la neige, de la glace ou même de la végétation. Et puis intrinsèquement, c'est aussi des images moins intuitives, donc moins faciles à exploiter par la plupart d'entre nous. Et sur l'aspect 2D, on peut s'appuyer sur le succès des missions Sentinelle-2, avec notamment le succès du caractère open access et de la révisite vraiment très régulière. Mais il y a une forte demande de la communauté pour monter en résolution. Du coup, c'est ce qui nous conduit à proposer ce programme de mission qu'on appelle 4D Earth, donc pour l'imagerie et la topographie mensuelle des terres émergées. Il s'agit vraiment d'une couverture systématique, quasi mondiale et fréquente. Alors, on vise une revisite mensuelle, mais compte tenu de la couverture nuageuse, il faut plus s'attendre en moyenne à des couvertures trimestrielles. Et donc, c'est pour observer les changements d'altitude, les déformations de la surface et les changements des états de surface. Elle est par essence multithématique, ça j'ai déjà largement parlé. Elle est héritée en fait de deux programmes antérieurs. La mission The Earth, qui était une demande à l'ESA Earth Explorer en 2010, vraiment axée sur la topographie répétée. Et puis des phases zéro, notamment au CNES, la phase 0 Sentinelle HR. Et cette mission 4D Earth, elle cherche vraiment à faire la synthèse des besoins à la fois 2D et 3D. Et pour terminer, hein, on vise vraiment des données en libre accès, donc des vraies ortho-images, donc avec simultanéité du MNT qui est utilisé pour orthoactiver les images. Et là, on est à une résolution de l'ordre de 2 mètres, et donc, dont on pourrait déduire des MNS avec une résolution d'environ 5 mètres. L'objectif aussi de cette mission, c'est de stopper un peu cette tendance à aller vers de la plus haute, plus haute, plus haute résolution, qui, pour les paysages naturels et pour un certain nombre d'applications de recherche, ne sont pas indispensables. Et en fait, inverser cette tendance, c'est aussi un choix nécessaire si on veut avoir une revisite à la fois régulière et globale, avec un nombre de satellites et une constellation qui reste raisonnable du point de vue aussi de son empreinte environnementale, ce qui est évidemment un souci quand on étudie les impacts du changement climatique. Il y a un fort potentiel de l'hybridation avec les données Sentinelle-2, ça a été montré dans la phase 0 Sentinelle-HR, hein, pour affiner la résolution temporelle. Et ce qu'a montré aussi cette phase 0 Sentinelle-HR, c'est qu'une constellation de 9 à 12 microsatellites, très similaire à Co3D, mais cette fois sur une orbite plus haute, pourra avoir des fauchés plus larges, baisser en résolution, avoir des fauchés plus larges. Donc ce type de constellation pourrait permettre de répondre aux besoins. Et le statut, donc c'est une mission qui a été proposée au CNES pour le dernier séminaire de prospective là, qui vient de se tenir à Saint-Malo en octobre 2024. Elle a été classée en priorité substantielle, donc ça veut dire que ce n'est pas non plus une haute priorité. Et le message qui est ressorti, c'est aussi de bien montrer le potentiel avec la mission CO3D. Donc on est dans les starting blocks pour utiliser les données CO3D et puis montrer l'intérêt d'une large communauté autour de cette mission 4DERS.
Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous laisse nos contacts avec Olivier aussi, si vous voulez nous contacter, et puis rejoindre le consortium sur 4DERS. Merci Étienne pour cette présentation très intéressante et la concision aussi qui nous aide à rattraper un peu le retard. Tu as quelques questions? Je ne sais pas si tu as ouvert l'interface questions-réponses. Non, je ne l'ai pas ouvert en même temps que je parlais. Non, j'imagine. Donc, Anne Joly nous demande pourquoi tu n'as pas évoqué les acquisitions LIDAR dans ta Alors, présentation. LIDAR, Enfin, donc, bah, LIDAR est ouais, forcément extrêmement intéressant et très complémentaire d'ailleurs de ce qu'on propose ici, hein, puisque ça donne le long de d'un certain nombre de traces des points altimétriques très précis, enfin même très exacts, exactement. Donc c'est vraiment une donnée importante pour le recalage, mais par contre, ça ne donne pas des couvertures continues. Si je reprends l'exemple glacier, bon, si on regarde même ISAT 2 aujourd'hui, ça va donner au mieux quelques traces à travers un glacier, par exemple que la partie basse ou que pas la partie haute, et donc c'est pas forcément représentatif de l'ensemble de l'évolution du glacier, et je pense qu'on pourrait le dériver pour l'ensemble de thématiques. Si on regarde un volcan et qu'on a une trace qui passe sur un flanc de volcan, on n'a pas une vision d'ensemble. Donc très complémentaire, mais ça donne pas cette capacité de couverture qu'on a en imagerie stéréo. d'accord. Euh, bon, tu as des félicitations. Ouais, c'est gentil. Les présentations PDF, oui, bien sûr, elles seront mises à disposition sur le site web. Et Laurent Durieux nous demande si les Pour le petit applications... forêt. Ouais, Alors, ouais, bah je pense qu'il y a un très fort potentiel pour la forêt hein, inexploitée. On est en train de justement de discuter avec des gens qui travaillent sur cette thématique, là, qui veulent regarder ça. La grosse limitation, c'est les nuages, surtout quand on parle de forêt tropicale. D'où l'intérêt d'une mission d'acquisition continue pour permettre d'avoir les quelques acquisitions qui vont être possibles en zone tropicale quand il y aura moins de nuages. Mais je pense qu'il y a effectivement un potentiel fort avec cette limite forte du couvert nuageux. d'accord, merci.